Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, on a un invité de marque puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Jean-Christophe Cambier. Salut JC. Salut. Donc tu es le fondateur de la brasserie Cambier. Voilà, c'est ça, la assez brasserie facile. éponyme. Hein. Ouais. Et une brasserie qui a quand même pas mal marqué le paysage craft français sur ces 10 dernières années et sur aussi son territoire local, le nord de la France. On va y revenir plus en détail après. Auditeur, installe-toi confortablement car cet épisode s'annonce passionnant. On va évidemment y parler des débuts de Jean-Christophe et de ses bières emblématiques en passant obligatoirement par le fameux incendie qui a touché la brasserie fin décembre 2024 et de l'avenir qui se dessine pour la brasserie. Bon, JC, est-ce que ça va quand même ? Oui, ça va. Ouais, ça va. Ça va mieux parce que forcément, on va en parler, mais c'est un coup dur. Hein, mais là, ça fait 4 mois et donc ça va déjà mieux là. Ouais. L'horizon s'éclaircit. Ouais, c'est moins dans l'instant, t'as plus de perspectives. Oui, bah forcément, on est très vite sonné et il faut réagir assez vite pour sauver l'entreprise. Hein. Sauver l'entreprise, ça veut dire sauver aussi les personnes qui travaillent avec nous. On est quand même une douzaine de personnes. Ouais. Donc on a activé très vite la sous-traitance. Donc le fait de fabriquer nos bières avec nos recettes sur toutes nos bières permanentes dans une autre brasserie, une brasserie en Belgique qui s'appelle De Proof, qui sait faire ça parfaitement. C'est une brasserie qui fait que des bières à façon pour d'autres brasseurs. Et puis on fait aussi pas mal de collabs sur un rythme plus soutenu que d'habitude. Oui. On faisait déjà des collabs, mais là, ça nous permet aussi d'animer un peu notre gamme éphémère. Donc voilà. Parce que faire des éphémères chez De Proof, c'est peut-être compliqué niveau engagement de volume. C'est ça, et puis je trouve que c'est une bonne combinaison, parce que nous, ça nous permet aussi de sortir un peu de notre marasme. Ouais. Même si je parle de marasme, mais en fait, il y a une belle dynamique qui s'est mise en place, et je tiens encore une fois à remercier toute la communauté qui nous accompagne, nos clients, tout le monde. Il y a un super élan de solidarité qui s'est créé. Et ça nous a boosté pour rebondir, parce que c'est pas facile forcément. On se pose la question juste après, qu'est-ce qu'on fait Bien sûr. On va revenir là-dessus un peu plus tard. On va commencer par le commencement. Avant de te lancer, toi, dans l'aventure Cambier, de monter ta propre brasserie, qu'est-ce que c'était ton attache à la bière ? Est-ce que, je sais pas, il y a une première gorgée magique qui t'a donné envie de t'intéresser au produit ? Quel est le contexte ? Oui, alors le contexte... moi, en fait, je suis du Nord, donc une région ancrée dans la tradition brassicole. Donc, je dirais que très vite, dans ma jeunesse, alors attention, à un âge bien sûr raisonnable, j'ai découvert la bière. Alors, j'ai découvert la bière via des bières plutôt traditionnelles des Hauts-de-France. Je vais donner un exemple très, marqué pour moi, c'est la Trois-Monts. Voilà. Et dans ma famille, on est une famille d'entrepreneurs et on parlait beaucoup de brasserie. Parce que mon grand-père, il avait une cimenterie, mais on avait retrouvé des livres qui parlaient de brasserie, d'industrie finalement, de process. Et j'ai fait des études d'ingénieur. Donc moi, je suis ingénieur agronome de formation. Et puis, dans mon parcours professionnel, il y a un moment où je me suis finalement retrouvé dans le métier de brasseur en travaillant chez Heineken, donc dans une brasserie industrielle. Et j'ai travaillé dans une brasserie industrielle dans les Hauts-de-France pendant presque 4 ans sur un poste de responsable qualité. Alors certains me considèrent comme un ovni dans le monde de la bière artisanale parce que peu de personnes viennent de l'industrie finalement. Mais aujourd'hui, je trouve que justement, c'est une grande force parce que ça m'a appris beaucoup de choses qui sont très utiles finalement dans mon métier actuel. Notamment une certaine rigueur. Oui, ce que j'allais dire, j'imagine que dans l'industrie, mine de rien, tu as quand même des process assez rigoureux et voilà, un accès aussi à des connaissances assez poussées sur par exemple le métabolisme de la levure. Donc
c'est plutôt intéressant d'avoir un parcours dans l'industrie. Maintenant, dans l'industrie, il y a des côtés qu'on ne retrouve pas dans mon métier actuel et qui me plaisent beaucoup. Donc la créativité, par exemple, le fait de pouvoir créer des recettes avec une facilité déconcertante pour un process industriel. C'est sûr que c'est pas Heineken qui sort 4 éphémères par mois. Voilà, et c'est logique, parce que c'est des entreprises dans lesquelles un lancement de produit, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Et aussi parce que les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, donc moi j'ai travaillé là-bas pendant quelques années et puis donc finalement j'ai décidé de créer une brasserie artisanale ancrée bien sûr dans les Hauts-de-France, dans notre ville qui est à Croix, donc entre Lille et Roubaix, parce que j'avais fait un peu le tour de mon poste chez Heineken et puis j'avais envie d'avoir un projet perso. Et puis c'est bête, mais beaucoup de personnes m'ont dit écoute, t'es un bon technicien mais tu ferais un bon commercial. Et donc je me suis dit tiens, c'est vrai que j'aime bien le contact avec les clients. Et cette dimension-là, je ne l'avais pas dans mon poste parce que dans une grosse entreprise, on est beaucoup plus segmenté sur ce qu'on peut faire. L'avantage d'être à son compte dans une plus petite structure, c'est qu'on touche un peu à tout. Et moi, finalement, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout et ça me va bien. Est-ce que du coup, le fait que le Nord ait quand même une tradition brassicole assez importante, et est-ce que ça a eu un impact sur ton projet, sur la manière dont tu as pensé la brasserie ? Bien sûr, ça a un impact. Alors, la première chose, il y a 10 ans, quand on a créé, c'est que, en fait, on voulait être une brasserie qui n'est pas seulement exclusive à certains types de clients. D'accord. Donc, moi, j'étais très partant pour que finalement, on fasse découvrir la bière au plus grand nombre. Et du coup, on s'est tout de suite dit que dans le paysage des Hauts-de-France, ce qu'il fallait, c'est accueillir les gens sur place. Et ça, on l'avait aperçu parce qu'avec Maïté, donc ma petite femme, on a fait un voyage à New York. On a vu Brooklyn Brewery et on a vu leur taproom avec les food trucks devant. On s'est dit, faut être en ville, faut vendre sur place. Donc la nature du projet de départ, ça a vraiment été axé sur les visites, l'accueil du public, faire en fait tout type de style. Voilà, ne pas se concentrer sur juste quelques styles. Il y a des brasseries qui se concentrent sur, par exemple, les produits houblonnés ou les grosses toutes. Non, nous, en fait, c'est montrer notre savoir-faire sur tous les styles imaginables. Et on a démarré, bien sûr, avec des produits plutôt consensuels des Hauts-de-France. Donc, bien évidemment, du Belgian Style. Qui reste une grosse part de nos ventes actuelles, parce que dans le paysage brassicole et dans ce qu'il y a à disposition et dans ce que les gens aussi apprécient, parce que historiquement, il y a beaucoup de ces bières-là chez nous, ce sont les styles belges, donc Belgian Ale, Belgian Triple, entre autres. On a aussi sorti assez rapidement une bière de garde, puisque c'est le style, je dirais, du Nord, même français à la limite, c'est la bière de garde. Et bien évidemment, parce qu'on ne voulait pas se contenter de faire 3 bières, on a rapidement lancé des IPA. Donc il y a 10 ans, plutôt West Coast. Donc mon JIPA avec des houblons qu'on appelle les Forces, Chinook, Cascade, Citra Centennial, Columbus, voilà. Il y en a plus maintenant d'essais. Centennial, oui. Citra, c'est plus tard, moderne, mais effectivement, c'est un C aussi. Donc, et rapidement aussi, une IPA plutôt légère à 4%, une session IPA. Et de fil en aiguille, ça a bien démarré parce qu'il y a eu un bel engouement de vente sur place. On a même été un peu dépassé par les quantités. Et donc, on a rajouté un peu de matériel. Et puis, au bout de 3 à 4 ans, on a créé notre gamme Cambier. Puisque notre gamme principale s'appelle Mongy. Parce que c'est vraiment ancré dans notre territoire. Mongy, c'est le tramway qui passe dans la métropole lilloise. Et c'est un peu notre diffusion principale, la métropole lilloise. Mais depuis, on a donc créé cette marque qui porte mon nom, donc Cambier, pour à la fois montrer notre savoir-faire et aussi, je dirais, faire des bières plus ciselées, plus travaillées, on pourrait dire plus craft, même si je trouve que ce mot-là, il veut tout et rien dire, parce que si on brasse une bière dans son style et qu'on est une brasserie artisanale, pour moi, c'est une bière craft.
Bon, voilà, donc on a cette gamme, je dirais, avec des bières plus punchy, plus originales, voilà. Et donc cette gamme-là s'est bien développée et aujourd'hui elle représente 30% de nos volumes. Ok. Alors, tu vois, sur le site internet de la brasserie, il y avait un point qui m'avait un peu interpellé, c'est qu'il est précisé que Cambier est une brasserie urbaine. Et tu as un peu déjà évoqué ce point-là. Ouais. C'était vraiment important de s'installer en ville, donc et tu reparlais de l'importance du contact avec le client. Ouais, exactement. Pour moi, le concept de départ, c'était de faire une brasserie urbaine, c'est-à-dire une brasserie en ville. Donc une brasserie proche de ses consommateurs, avec une diffusion assez locale. Et surtout, l'idée aussi, c'était qu'on puisse venir à pied, en vélo, en métro, en voiture, bien évidemment aussi. En Mongie. Et de ce fait-là, l'implantation en ville, elle est importante parce que quand on a démarré, ça je le rappelle souvent parce que c'était il y a 10 ans, mais 40% de nos volumes fabriqués, c'était vendu sur place. C'est gigantesque. Et aujourd'hui, c'est moins parce qu'on a développé nos volumes et on s'est attaqué, je dirais, à diffuser un peu plus loin que les Hauts-de-France. Mais le projet de départ, c'était ça et ça a bien pris. Et j'ai eu beaucoup de personnes, d'ailleurs, plutôt âgées, qui sont venues me voir en me disant « Ah, mais c'est génial, moi, quand j'étais petite, il y avait une brasserie dans le village. Donc, je reviens parce que je trouve ça génial qu'on puisse venir, comme chez son boulanger, acheter sa bière chez son brasseur. » Et donc, il y a 10 ans, c'était plutôt novateur. Depuis, il y a eu beaucoup de créations et ça s'est beaucoup essaimé et tant mieux. Et donc, oui, brasserie urbaine et toujours brasserie urbaine encore maintenant. Avec d'autres contraintes, puisque on est limité quand même en place, en foncier, en production de ce fait-là. Mais il ne faut jamais oublier d'où est-ce qu'on vient. Et on a beaucoup réfléchi avec Maïté, suite à l'incendie, à ce qu'on appelle le business model, pour parler un peu entreprise. Mais je pense qu'on va rester dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une brasserie familiale, indépendante, avec de l'accueil, une brasserie urbaine, qui essaye de faire les styles le mieux possible, et donc tous les types de styles, même si certains ne sont pas peut-être exotiques, vendeurs. Voilà, on essaye de faire le mieux possible et d'attacher. On attache beaucoup d'importance à ça aussi. Voilà. Alors, il paraît que Cambier a une résonance un peu particulière en ancien français ou je sais pas. En ancien flamand, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est une anecdote intéressante parce que quand j'ai créé la brasserie, j'avais pas connaissance de cela. En fait, Cambier, il y a le mot bière dans Cambier, ça veut dire brasseur. Au Moyen-Âge, une cambe, c'était une brasserie. Donc, le nom de famille veut dire brasseur. Bon, voilà, petite anecdote. Si on remonte loin dans l'arbre généalogique, il y a potentiellement déjà eu des brasseurs dans la famille. J'ai pas d'aïeul brasseur à ma connaissance. Pour autant, on n'a jamais trop axé non plus notre communication là-dessus, parce qu'encore une fois, même si on regarde beaucoup dans le passé, c'est important parce qu'il y a beaucoup de styles qui sont assez anciens. On est plutôt tourné vers l'avenir, vers la modernité aussi. Oui. Donc, c'est une anecdote intéressante. C'est un bel hasard, quoi. Voilà, c'est un bel hasard. Effectivement, le nom Cambier, ça a une signification dans le monde brassicole, en tout cas. Peut-être que j'étais prédestiné ou destiné à faire ce métier. C'est possible. Quand on parle de la brasserie Cambier, il y a quand même autre chose qui marque assez souvent, c'est l'identité visuelle assez distinctive de la brasserie. Alors notamment sur les bières de la marque Cambier, parce que Mongie a une identité visuelle un peu plus simple. Un peu plus traditionnelle, tout à fait, ouais. Comment est-ce que ont été justement abordées la création artistique ou en tout cas l'image autour de ces bières? Ouais. Donc moi je pense que c'est important. En fait, quand j'ai créé la brasserie il y a 10 ans, il faut savoir que j'étais pas très attaché à ce que mon nom de famille soit partout, sur les verres, sur les sous-bocs, etc. Et puis, il se trouve que l'agence de com avec qui j'ai bossé m'a dit « Mais tu sais que ton nom veut dire Cambier ?» Donc, du coup, ça arrivait quoi? Plus tard, après le lancement déjà? Au moment de la création du projet, où on a commencé à travailler un peu des visuels, tout ça. Et puis, j'avais déjà pensé à cette marque Mongie. D'accord, oui.
Et Mongy, c'était aussi parce que je voulais... avec le recul, ça a peu d'importance finalement, hein, parce que les gens regardent mon nom, mais en fait, ils ne regardent pas moi, et c'est juste devenu une marque. Mais bon, au moment où j'ai créé, ça me gênait plus. Et du coup, quand l'agence de com a su qu'en fait Cambier, ça voulait dire brasseur, forcément, ils ont essayé d'axer aussi sur Cambier. Mais j'étais attaché à cette marque locale. Hein. Et alors, avec le recul, certaines personnes m'ont dit, à juste titre, ça aurait été tellement plus simple pour toi de créer une seule marque qui s'appelle Cambier, parce que quand on pousse 2 marques, c'est toujours plus compliqué, parce qu'on n'a pas de moyens quand on est une petite brasserie artisanale. Oui, alors je suis d'accord, sauf que finalement, on a retourné la chose en se disant, mais ça peut être une vraie opportunité pour nous. Et après 10 ans de brasserie, je trouve que ça a vraiment du sens, parce qu'aujourd'hui, on a créé 2 marques distinctes qui ont chacune leur ancrage. Et de ce fait-là, on a essayé de bien différencier aussi l'identité visuelle. Hein. Et donc, pour revenir à la marque Cambier, moi, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir des illustrations et de trancher aussi avec notre gamme Mongy très traditionnelle. Et de ce fait-là, on a travaillé sur la thématique des illustrations, mais en se disant, attention, nous, on veut vraiment que ça ait du sens. On veut que ça ait du sens par rapport à la bière. Hein, parce qu'il y a aussi des exemples où on met une belle illustration avec un nom, mais ça n'a pas de lien avec la bière. Et moi, je tenais à ce qu'il y ait un lien. Et ce lien, en fait, il vient de la thématique finalement des sensations. Donc, quand on goûte une bière, on a des sensations. Hein, donc, une bière type double Neipa très houblonnée, on va avoir un effluve marqué de houblon au nez, de fruits exotiques. Bon, donc en fait, la thématique, c'est que l'illustrateur, l'illustratrice devait finalement transcrire ses sensations par le dessin. Et donc voilà, donc en fait c'est ça la base du projet, hein. Et donc on a validé de travailler avec une super artiste qui s'appelle Flouk, Floriane, hein, son prénom. Et la seule difficulté là-dedans, c'est que en fait il faut que moi je puisse donner à chaque fois un descriptif organoleptique qui soit retranscrit par Floriane, Flouk, hein, sur les illustrations. Et donc, sur une illustration de Double Citra, qui est une de nos bières permanentes, maintenant, on va retrouver en fait des explosions. On va retrouver des fruits qui correspondent finalement à la sensation qu'on va avoir. Le Baltic Porter, qui est une bière très structurée, très charpentée, donc c'est une bière noire de fermentation basse, on va retrouver dans l'illustration ces éléments de structuration. On va aussi retrouver forcément le café, le chocolat, par exemple, ou en tout cas de manière un peu imagée. Et donc, chacun pourra apprécier ses sensations à sa juste mesure. Alors, au début, on communiquait là-dessus. Puis, au final, avec accord de l'artiste, on s'est dit qu'on allait juste ne pas présenter plus que ça l'illustration pour justement laisser aux personnes découvrir un peu qu'est-ce que ça peut être derrière. Bon, alors, la saveur framboise rhubarbe, c'est facile. Il y a une framboise dessus. On voit bien qu'il y a une framboise. Oui. Ça goûte la framboise, ça sent la framboise. Mais voilà, donc c'est le lien avec la bière parce qu'on est avant tout brasseur. Et moi, je trouve ça dommage, mais c'est mon point de vue, hein, qu'il n'y ait pas de lien entre la communication globale et le fait qu'on soit brasseur, qu'on fabrique nos bières, qu'on pense avant tout aux recettes. Donc, on a travaillé beaucoup sur cette thématique-là. Ouais, c'était important pour toi que l'image que transcrit la bière ait une importance pour le public dans la manière dont il perçoit cette bière. Voilà, exactement. Parce que c'est bien dans nos valeurs, et puis donc le logo aussi de la brasserie, hein, les 4 éléments. Parce que moi, je voulais que ressorte fortement dans notre com l'aspect technique. Parce qu'aujourd'hui, on est une brasserie qui est encore dirigée par quelqu'un qui est un technicien à la base. J'allais dire, ça vient un peu de ton background. Voilà. Avec des avantages et des inconvénients. Hein, donc gérer une entreprise, c'est peut-être pas la meilleure formation. Par contre, créer des recettes régulières, stables et dans les styles, ça c'est ce qu'on sait faire. Bien sûr. Je reviens un peu sur la gamme Mongy, dont tu as déjà quand même pas mal parlé, mais donc, c'est une gamme qui, à l'origine, en tout cas, même si c'est un peu évolué sur certaines bières, est composée de recettes qui sont majoritairement d'inspiration belge. Tout à fait. Bon.
implantation dans le nord de la France oblige. J'imagine que c'est un peu le point de départ obligatoire pour un ancrage local. Bah oui, alors moi quand je me suis installé il y a 10 ans, je suis allé voir un peu des brasseries locales et j'ai notamment rencontré Daniel Thirier, de la brasserie Thirier, qui m'a donné beaucoup d'explications qui m'ont été très utiles pour la suite du projet. Et, une des choses qui m'ont marqué dans ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est que c'était important quand même d'avoir une signature dans ses bières. Mmh. Et la signature pour lui, c'était potentiellement d'avoir une levure, une levure propre. Donc, il faut savoir que la brasserie Thirier brasse beaucoup avec une seule levure. Et de ce fait-là, comme je sentais que techniquement, c'était possible pour nous d'avoir notre propre levure, parce que derrière, ça demande quand même pas mal d'outils. Enfin, en tout cas, ça demande un suivi un peu plus important de réutiliser sa levure. Je suis allé voir un labo à Bruxelles avec qui on a bossé pour avoir une levure propre également. Donc, il faut savoir que les bières Mongy... sur toute la thématique des styles Belgian Style, c'est une levure qui n'est pas une levure commerciale. C'est notre levure avec sa signature qu'on retrouve dans la blonde, dans la triple, dans l'ambrée. Que tu es le seul à exploiter du coup. C'est pas comme Verdant qui a sa levure qui après est devenue une marque commerciale que tout le monde peut utiliser. Non, là, la levure Cambier c'est ça, on est les seuls à l'exploiter. Donc c'est un accord qu'on a conjointement avec le labo, puisque la levure ne nous appartient pas, elle appartient au laboratoire. Ah oui, d'accord. Mais ils ont l'habitude de travailler avec des brasseries, et donc notre levure, elle est utilisée que par nous. Et ça donne une petite signature, et donc c'était un peu l'idée de départ. Mais très vite, contrairement à par exemple la brasserie Thirier, on a commencé à faire plein d'autres styles. Parce que c'est aussi dans nos valeurs d'être créatif. Et bon voilà, brasser certains styles avec une levure de type belge, c'est pas possible. Donc on a ouvert beaucoup là-dessus et on travaille avec énormément d'autres levures. Bien sûr. Mais la base malgré tout, c'est qu'on a une levure propre. On en a même une deuxième à vrai dire pour la saison, parce que c'est un autre style sur lequel il faut une levure très spécifique. Donc on a 2 levures propres qui sont dans une banque de levures à Bruxelles. Ok. Et tu les caractériserais comment? Alors peut-être plus la Belgian Style. Oui, la levure Cambier. Donc c'est une levure qui est ce qu'on appelle POF, donc Phenol of Flavor. Donc c'est-à-dire qu'elle va libérer des arômes qu'on appelle phénol. Donc typiquement, ça va être le clou de girofle qu'on retrouve dans les bières de style d'abbaye. Après, en fonction de la température de fermentation, on peut influencer pour qu'on ait plus ou moins cet aspect phénolique. C'est une levure qui est atténuante, ça veut dire qu'elle va aller manger jusqu'au maltose, mais pas les dextrines, contrairement aux levures saison. Donc c'est une levure qui atténue bien, qui laisse quand même un produit assez sec, mais qui va quand même contribuer à avoir un peu de résiduel et un peu de corps, ce qui correspond très bien finalement dans ces styles-là. C'est une levure qui flocule bien, parce que... dans le design initial du projet, j'étais assez à cheval pour pas en fait avoir trop de complexité dans le process. Donc bon, pour faire simple, on est en unitank, c'est-à-dire qu'en fait la bière va jamais être transférée. Parce que les transferts, ça c'est un peu old school peut-être, mais c'est une source pour moi de potentiel de contamination ou d'irrégularité, parce qu'on peut avoir de l'oxygène, etc. Donc on évite le maximum les transferts. Et du coup, j'avais besoin d'une levure qui flocule bien. Et ça veut dire quoi, floculer? Ça veut dire qu'en fin de fermentation, elle va tomber assez facilement au fond du tank. Et on va pouvoir en fait séparer beaucoup plus facilement la levure de la bière sans avoir à filtrer, transférer, etc. Donc dans le cahier des charges initial, c'était une levure de style belge et notamment POF. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut contribuer au style. Une levure atténuante et une levure aussi floculante. Et ensuite, le dernier point, c'était bien sûr la dégustation. Donc en fait, la banque de levure m'a proposé plusieurs levures et j'ai fait des essais chez moi sur 20 litres. Où on a sélectionné cette levure-là parmi un panel de 3 levures.
Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com. Alors, je vais m'éloigner un petit peu du sujet initial, mais comment on développe une levure? Alors la levure, elle n'a pas été créée, hein, elle existait déjà parce que cette banque de levure, ils ont pas mal de levures parce que dans le passé, il y avait beaucoup plus de brasseries qu'actuellement. Vous croyez que vous avez déjà un catalogue de levures assez gigantesque, voilà. Tu leur as transmis tes critères et là-dessus, sur cette base-là, ils t'ont fait une sélection et tu as pu... Ils ont peut-être une centaine de levures qui ne sont pas utilisées par des brasseurs qu'ils ont encore en banque. Et donc, on est allé les voir en disant, moi, je voudrais, sur la recommandation de la brasserie Thirier. Hein. Et donc, comment ça fonctionne? Ils nous font ce qu'on appelle une propagation, qu'on va donc chercher régulièrement. Et on réutilise donc notre levure, comme le levain, finalement, du boulanger. On va réutiliser notre levure 4 ou 5 fois. Pour faire les choses bien, il faut donc un microscope et il faut mesurer derrière ce qu'on appelle la viabilité, aussi faire une numération cellulaire parce qu'on va doser la levure en millions de cellules par millilitre de mou. D'accord. Et donc tout ça, on l'a mis en place. Et ça nous permet aussi accessoirement de faire quelques économies sur les paquets de levure commerciaux. Mine de rien, c'est sûr. Bon, après, voilà, il y a des contraintes et il y a des avantages. Hein. C'est plus contraignant en termes de planning. Parce que quand la levure est au fond, on peut la taper, mais du coup, on peut la réutiliser. Mais il faut qu'il y ait une cuve avec de la levure qui soit au fond. Hein. Donc, c'est des problématiques qu'on intègre. Hein. Mais ça se fait très bien et ça donne aussi une image, une identité propre. Bien sûr. Qui, je trouve, dans le paysage actuel, est intéressante parce que moi, ce que je vois de plus en plus en discutant avec mes confrères, et c'est une grande chance parce qu'aujourd'hui, on a accès à tellement d'ingrédients, mais finalement, beaucoup utilisent les mêmes houblons, les mêmes levures, les mêmes maltes. On corrige l'eau. Et donc, finalement, l'eau, des fois, est très proche d'une brasserie à une autre. Qu'est-ce qui reste, en fait, de propre, d'identitaire? On va dire le marketing, peut-être, mais... Quand on est un technicien comme moi, c'est important aussi d'apporter quelque chose de potentiellement différent. C'est un des axes de travail. Bien sûr. Et donc, à côté de cette gamme Mongi, donc travailler avec cette levure Cambier, tu as aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, la marque Cambier, sous laquelle tu as travaillé d'autres types de recettes. Alors, tu as aussi des permanentes. Tu as la New French IPA et la double Citra, je crois, qui sont ancrées en permanent. Ouais. Alors, à la base, c'était plutôt une gamme à vocation éphémère. Donc, tous les mois, on brasse deux éphémères. Hein. On en fait entre 20 et 30 par an. Et je trouvais ça génial parce que ça permettait de proposer des nouveautés, d'avoir un aspect créatif. Et puis aussi dans l'équipe, hein, parce que je ne suis pas le seul brasseur, on est plusieurs. Et donc, les brasseurs, les brasseuses, ils ont besoin aussi de... C'est un terrain hyper intéressant de créativité et de développement. Hein. Donc, on a commencé par faire beaucoup d'éphémères. Et puis, au fur et à mesure, je dirais, des éphémères qu'on a créés, on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que on nous redemandait tout le temps certaines créations qu'on avait fait dans le passé. Hein. Et du coup, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les refait? Est-ce qu'on en rend certaines permanentes? Donc, beaucoup de discussions là-dessus. Pour finalement aboutir à une conclusion, c'est que certaines pépites, on va dire, méritaient d'être permanentes. Et c'est comme ça qu'on a transformé, par exemple, la double Neipa 100% Citra en permanente. Hein. Alors, c'est un choix aussi de ma part, parce que moi, j'adore le Citra. Certaines personnes vont préférer d'autres houblons, comme le Mosaïque. Hein, parce qu'on a aussi fait, du coup, une grande thématique que je trouve vraiment intéressante, c'est faire des double Neipa en single-up. On s'est un peu spécialisé dans cette voie-là. Donc, on a fait double Riwaka, double Nelson Sauvin, double Nectaron, double Mosaïque, double Simcoe. Là, il y avait, au moment de l'incendie, une double Strata qui était en cuve, hein, donc qui n'a pas été embouteillée, mais qui n'a pas été cannée. Mais bon, toujours est-il que, malgré tout, c'est quand même une bonne base permanente, parce qu'on n'avait pas ce style en gamme permanente. Hein. Donc là, on a complété finalement notre gamme Mongi avec une autre gamme permanente
en essayant de plutôt proposer des styles. La thématique des styles, elle est vraiment toujours ancrée dans ma tête. Et donc, dans la permanente, on a du coup une New England IPA et une double New England IPA. Et cette année, on devait aussi rendre permanente une sour, la sour framboise rhubarbe. Okay. Voilà, donc il y a toujours les éphémères, mais en plus, on a intégré quelques permanentes dans cette gamme-là. Comment naissent tes idées pour ces gammes éphémères, enfin ces bières éphémères justement ? Alors, très bonne question. Donc, bon, déjà, je n'ai pas que des idées, moi. Donc, il y a une équipe. Donc, tout le monde participe. Donc, de temps en temps, on fait des petites réunions où on va demander à chacun s'ils ont des idées. Bon, déjà, ça, voilà. Donc, et ensuite, bon, il y a beaucoup d'inspirations qui viennent aussi des dégustations qu'on peut faire. Ou alors, la transversalité avec d'autres milieux, comme le milieu de la restauration ou le milieu de la pâtisserie. Aujourd'hui, on est donc à la brasserie du Mont-Hardy, on fait une sour abricot passion laurier. Et le combo abricot-laurier, c'est un combo qui existe déjà, qui est connu, sur lequel on sait que le résultat peut être intéressant. Donc, moi, on est très consommateur à la maison de confitures. Et on achète beaucoup de confitures diverses et variées. Et ça me donne souvent des inspirations parce que finalement, les mélanges de fruits dans les confitures, c'est des mélanges qui fonctionnent bien. Cette semaine, j'ai une confiture à la maison, c'est mangue, passion, argousier. Et je me suis dit, tiens, mangue, passion, argousier, je goûte, je trouve ça super bon. Bon, pourquoi pas demain faire une sour mangue, passion, argousier. Donc bon, maintenant que je l'ai dit, c'est... Tu vas te la faire voler entre-temps. Non, mais... En fait, il y a des combos qui fonctionnent, donc je vois pas pourquoi un brasseur aurait le droit unique d'utiliser ce combo et pas les autres. Ça me fait rire parce que quand tu parles de tes confitures, ça me fait penser à Pierre qui travaille avec nous sur Mont-Hardy et qui, lui, à chaque fois qu'on pense à une nouvelle recette de sour éphémère ou une sour fruitée, il va sur le site des jus de fruits innocents et il regarde les recettes de jus de fruits et il se dit est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent m'inspirer ? Non mais voilà, en fait aujourd'hui... Pour les stouts, il regarde Häagen-Dazs et des trucs dans ce genre-là. On a de la chance d'avoir plein d'autres produits. Enfin voilà, donc chacun va regarder un peu de son côté, mais je trouve que voilà, moi c'est les confitures sur les mélanges de fruits. Et après, libre à nous aussi de créer d'autres choses. Donc là, par exemple, on va lancer une bière d'inspiration thaï. Puisque la cuisine thaï, moi, ça m'interpelle, j'adore. Et donc voilà, le monde du culinaire rencontre le monde du brasseur. Alors, vigilance. Nous, je donne toujours le même exemple, mais nous, en tant que brasseur et en tant que brasserie Cambier, on ne mettra pas de schtroumpf dans la bière. Et c'est un parti pris, mais je pense qu'on va toujours essayer quand même de rester dans la thématique de la bière. C'est-à-dire que même si on ajoute des fruits, des épices, etc., il faut que ça reste à la fin une bière et qu'on ne sorte pas trop de la thématique parce qu'on est brasseur. Voilà. Ça, c'est encore une fois mon point de vue. Même si j'ai goûté une très bonne sour avec des schtroumpfs. Bon, voilà. Donc, mais le monde de la restauration est une source inépuisable d'inspiration. Et donc la cuisine thaï, ben voilà, il y a quoi ? Il y a du gingembre, de la citronnelle. Et puis ensuite, qu'est-ce qui peut ressembler à ça dans le monde du brasseur ? Il y a aussi de la noix de coco, accessoirement dans pas mal de plats thaï. Sorachi Ace. Bon, ben voilà, Sorachi Ace, gingembre. Ou alors Sorachi Ace, citronnelle. C'est comme ça qu'on travaille. Et de temps en temps, on fait des essais quand on n'est pas sûr de notre coup. Oui, quand même. Parce qu'on va parler d'un sujet qui te tient à cœur, c'est la tonka et le sabro. Tu es en train de me déchirer en deux, là. Parce que le sabro, c'est un houblon très marqué qui ne plaît pas du tout à tout le monde. Et je comprends parce qu'il est très clivant. D'ailleurs, comme le Sorachi Ace. Et il se trouve que par un jeu subtil d'association, on peut rendre une association, je dirais, meilleure que juste un ingrédient. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur cette association Sabro-Tonka, notamment avec Piggy Brewing, parce qu'on a fait toute une série de collabs, de la Pale Ale à la double Naipa, et là, on sort en collab avec eux une triple Naipa Sabro-Tonka, où le dosage de Tonka, il a été vraiment ajusté de manière structurée,
pour qu'il soit présent sans être trop justement marqué et qui donne cet équilibre fin et subtil qui va faire que justement on va avoir un résultat qui est sympa. Souvent, je me souviens que toi, quand tu as sorti la double ou ressorti, parce que on l'a fait en réédition aussi. La double sabre Tonka, tu m'avais dit goûte là, je suis curieux de connaître ton avis parce que tu savais que je détestais le sabro et que j'aimais le Tonka. J'ai goûté. Et je t'ai répondu en disant j'ai goûté et bravo, t'as réussi à me faire aimer le sabro, quoi. Voilà. Merci la Tonka, mais c'est ça. Et la Tonka dosée comme il faut et souvent en dehors d'avoir des idées d'association, je pense que le point essentiel d'une bonne recette, c'est de réussir à trouver le juste équilibre. Et ce juste équilibre-là, souvent, ça passe par quelques essais parce que on sait jamais trop à l'avance ce que ça va donner. Et je vais donner un autre exemple qui m'a marqué aussi, qui est un peu différent, mais qui est un peu dans la même lignée. C'est un accord bière et fromage. Donc une bière noire sur un fromage type bleu, c'est ce qu'on appelle un accord parfait. C'est super bon en bouche quand on met les deux, etc. Et moi, je me suis retrouvé à faire des soirées accord bière et fromage à la brasserie il y a quelques années, où on pouvait avoir des personnes qui n'aimaient pas les bières noires, qui n'aimaient pas le Stilton, donc les fromages bleus ou le Roquefort, et qui en fait appréciaient l'accord qui en résultait. C'est un peu le même principe avec le sabro et la Tonka. Finalement, c'est de trouver des associations qui vont faire qu'on va magnifier en fait le produit, et dans une logique de juste équilibre. Et ce juste équilibre-là, ça passe par des essais de dosage. Alors, en plus de la brasserie Cambier, il y a aussi un autre lieu dont on peut parler, c'est le Sicaru, qui est un bar que tu as ouvert avec ton cousin, c'est ça ? C'est ça, c'est mon cousin, donc Paul Cambier. On reste dans la thématique. Voilà, donc mon cousin avait déjà un bar sur l'île depuis plusieurs années, et puis il m'avait toujours dit, écoute, moi, ça me dirait bien qu'on ouvre un lieu ensemble avec les bières que tu fais et tout. Alors moi, j'avais pas trop la capacité de production au début, puis pendant plusieurs années, parce qu'on est resté sur une production de 2000-2500 hectos quand même pendant plusieurs années avant de racheter un outil il y a 3 ans et demi. Et après, on avait cette capacité de prod. Donc, on a ouvert un lieu qui s'appelle le Sicaru. Alors, Sicaru en babylonien, ça veut dire pain liquide. C'est l'ancêtre de la bière. Moi, je voulais qu'on appelle pain liquide ce lieu, mais ça n'a pas rencontré, l'émulation escomptée. Bon, c'est la vie. Mais donc Sicaru. Et Sicaru, finalement, c'est pas non plus une deuxième taproom Cambier. C'est un lieu avec une identité propre qui est en lien avec la nôtre, puisque l'artiste qui a fait l'identité visuelle, c'est Florian, c'est Flouk qui fait nos cannes, mais dans une thématique un peu différente, liée au nom aussi du lieu. Et on a ouvert donc le 30 mars l'année dernière, en plein dans l'île, avec comme objectif de proposer nos bières, mais aussi de proposer d'autres bières. Donc on a 12 becs, on fait d'ailleurs des TTO régulièrement avec d'autres brasseries. Récemment, on a accueilli la brasserie Arpus, juste avant Lyon Beer Festival d'ailleurs, puisqu'ils étaient en France. Et puis c'est un lieu de vie aussi où on va proposer de la restauration, donc entrée, plat, dessert le midi, finger food le soir plutôt qualitatif, toujours dans un esprit d'essayer d'associer avec nos bières. Donc c'est pas un... Voilà, donc ça nous permet aussi d'avoir ce que j'appelle un pied-à-terre lillois pour nos bières, mais avec son identité propre. Et donc, on est plutôt satisfait de l'ouverture depuis le démarrage. Ça a ouvert quand ? C'est le 30 mars l'année dernière, donc ça fait presque un an. Ça fait un an. Ça fait un an. Très bien. Bon, si on continue sur l'année 2024, on en arrive à la fin de l'année. Donc, je pense que pas mal d'auditeurs ont déjà entendu parler de cet événement, mais la brasserie Cambier, malheureusement, a pris feu. Alors, pas vraiment, en fait, c'est le voisin qui a pris feu et un peu dommage collatéral. C'est le voisin qui a pris feu, et puis après le feu forcément s'est répandu à tout le bâtiment, donc voilà, il y a tout l'outil de production, il est HS, donc il faut tout reconstruire. Donc c'est vrai que c'est une année particulière pour nous, c'est une année un peu de transition. Du coup, on se pose beaucoup de questions sur la suite à donner à notre projet. Et encore une fois, finalement, la réflexion, elle a abouti sur une chose peut-être simple, mais finalement, on était bien comme on était. Dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la taproom, l'aspect urbain,
Donc on va juste tout reconstruire en se disant, allez, on va saisir l'opportunité de faire quelque chose d'encore mieux en termes d'accueil du public, donc une taproom potentiellement plus grande, avec une meilleure visibilité, en tout cas des visites qui vont être travaillées, un outil de prod encore plus ergonomique, même si on avait déjà un outil de production qui était quand même sympa. Bon, on essaye de voir le côté positif. Oui, parce que là, on fait ce podcast, ça fait... on est 4 mois après voilà, l'incendie, 4 mois. donc le temps est un peu passé, t'as quand même pas chômé depuis ce jour-là, il y a pas mal de choses qui se sont activées pour l'avenir, la reconstruction de la brasserie, donc c'est vrai que 4 mois plus tard, t'as peut-être déjà l'esprit un peu plus clair et plus de d'idées sur ce qui va se passer. On a pas mal dégrossi avec mes équipes la partie fabrication. On s'est tous mis d'accord au début, sur... c'est qu'entre-temps, il y a 2 Proof qui te fabriquent tes permanentes pour voilà, continuer à exactement, faire vivre parce la qu'on marque. peut pas juste s'arrêter pendant 1 an et demi, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut reconstruire comme ça en 3 mois. Hein. Ah bah non, ouais. Parce que le bâtiment, accessoirement, il va être détruit. Voilà, le bâtiment, il va être rasé. Hein. Donc on peut pas du tout se réinscrire dans ce bâtiment-là. Donc il fallait trouver un autre bâtiment, ce qui est pas si simple, surtout en étant une brasserie urbaine, mais qui fait quand même un peu de volume, donc il faut quand même quelques mètres carrés, avec la contrainte que les mètres carrés là où on est sont pas donnés. Hein. Donc il y a ça, et puis il y a aussi l'emplacement, parce qu'il faut que les gens puissent venir facilement, etc. Et puis on avait déjà un emplacement sympa, et donc compliqué d'aller trop loin, par exemple. Donc il y a déjà cette thématique foncière. Puis ensuite il y a la thématique, qu'est-ce qu'on met comme outil, est-ce qu'on a le financement? Là on est en plein dedans. Hein. Il y a eu, t'as des assurances qui vont on est dédommagé, te couvrir, mais mine de rien, on en parlait un petit peu avant off, entre le moment où tu as installé ton outil il y a 3-4 ans et maintenant, les prix ont augmenté. Les prix ont pris refaire 20 ou 30%. Refaire la même brasserie à l'identique te coûterait beaucoup plus cher. Voilà. Mais j'imagine aussi que 3 ans et demi ou 4 ans de brassage sur cet outil-là t'ont peut-être permis de voir ce qui était bien, ce qui était peut-être un peu moins bien, pas adapté. Est-ce que tu vois, si on veut chercher le côté positif des choses, est-ce que tu vois là, cette reconstruction comme un moyen peut-être de faire un petit peu d'ajustement, de finaliser, de dire je vais peut-être réadapter mon outil pour qu'il soit aux petits oignons par rapport à ce que je sais que je fais Oui. Et alors du coup, il y a 2 choses. Est-ce qu'on reste avec le même fabricant? Donc nous, c'est un fabricant allemand assez connu qui s'appelle Kaspar Schulz, qui propose vraiment du matos, je dirais, qui tient dans le temps. Hein, mais la contrepartie, c'est que c'est quand même plus cher que d'autres matos. Oui. Bon, donc comme on connaissait bien ce matériel-là, et tu as raison, on a saisi l'opportunité pour refaire un devis avec toutes les petites améliorations qu'on souhaitait. Oui, ben. Bon, je vais prendre un exemple, mais on fait beaucoup de pré-refroidissement au Whirlpool. Oui. Donc on va refroidir le mou avant le Whirlpool, par exemple à 80 degrés. Et pour le faire, je trouve que la meilleure technologie actuelle, c'est un échangeur, ce qu'on appelle tubulaire. Et on n'avait pas ça avant, parce qu'il y a 3-4 ans, Schulz ne proposait pas cette option-là. Donc on avait un autre système qui fonctionnait assez bien, mais qui était moins efficace. Donc là, on a pris cette option-là qui existe, de l'échangeur tubulaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, une deuxième thématique, c'est que les prix ont sacrément augmenté et qu'on est quand même confronté à la réalité économique, que notre nouveau projet, en ayant un nouveau bâtiment où il faut faire tous les travaux dedans avec la taille qu'on a, ça représente beaucoup d'argent par rapport à avant. Et même si on a un dédommagement de l'assurance, ça ne compense pas du tout le nouveau projet. On va se réendetter fortement. De ce fait-là, je suis en train de discuter avec d'autres fabricants de matériel pour avoir aussi des options peut-être plus économiques. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi que, même si on souhaite le meilleur matériel possible, il faut que ce soit réaliste. Bien sûr. Et donc, on est en plein dedans sur qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va reprendre le même matériel ou est-ce qu'on va en prendre un autre pour qu'on soit quand même à l'équilibre et ne pas non plus trop s'endetter pour trop risquer le futur. Bien sûr, ouais. Parce que, on en parlait aussi en off avant, le marché reste dynamique. Malgré tout, il est peut-être un peu les moins années folles sont passées, peut-être. Je ne suis pas inquiet, mais plus qu'avant quand même. Précautionneux quand tu prépares ta... Et surtout quand on fait des gros investissements, sûr. est-ce qu'on se demande est-ce que ça vaut le coup ou non, on se pose clairement la question.
Mais on va tout reconstruire, mais différemment. Donc, je vais donner tout de suite une info. On avait des super cuves en revêtement cuivre. Bon, le cuivre ne fait plus partie de l'équation. Parce que le revêtement cuivre était esthétique. Ouais, c'était toute une thématique intéressante, c'est de montrer notre attachement au passé, notre pont entre tradition et modernité, donc un outil ultra moderne avec du cuivre. Et j'ai travaillé dans une entreprise avant où ça m'a marqué, mais c'est une entreprise qui faisait du pain. Hein. Et le patron disait l'avenir du pain, il appartient à son passé. Parce que beaucoup de techniques de fabrication du pain assez ancestrales ont été remises au goût du jour. Hein, Et alors, sans aller jusqu'à faire la comparaison avec le monde brassicole, moi je suis aussi assez attaché au passé. Et même si on invente beaucoup de choses, on réinvente peu de choses finalement sur pas mal de styles. Et donc voilà, donc c'était pour montrer un peu ça. Bon, maintenant, là, il y a une notion de coût qui fait que on se dit, tant pis. Ouais, bien sûr. Puis, nouveau projet, nouvelle... Bon, le feu, ça, si je peux dire, ça a du bon, c'est que ça remet tout à plat. Hein. Voilà. Oui. S'il faut sortir un point positif de cette Je pense que personne nous en voudra aujourd'hui. Oui. La décision était peut-être plus difficile à prendre avant. Oui. Parce que dès le départ, on avait un outil qui avait un revêtement cuivre. Le premier outil que j'avais, c'était un outil que j'avais acheté d'occasion. Donc les gens étaient habitués à ça. Là, aujourd'hui, on part sur autre chose. Bon, je pense qu'on a plus de liberté décisionnelle, quelque part. C'est voilà, un des avantages de l'incendie. Bien sûr. Et du coup, sur l'avenir, là, tu vois les choses comment tu te donnes combien de temps avant de pouvoir reproduire toi-même ta bière ? Alors là, on a une bonne piste de bâtiment qu'on est presque certain de prendre. Maintenant, le bâtiment va être disponible en 2026, a priori fin mars. Donc, derrière, il y a quand même une période de travaux assez longue. Parce qu'il n'y a pas que les travaux d'installation du process, il y a les travaux de carrelage, de rendre le bâtiment en fait agro. Donc moi, j'estime qu'il y a 5-6 mois de travaux globaux. Donc bon, allez, si on brasse en septembre 2026, ce sera bien. C'est presque 2 ans après l'incendie. Mais c'est un timing... Pas des projets qui se montent en même temps en un coup de cuir à peau, donc c'est logique. Et le matériel brassicole, des fois, il y a 1 an de délai. Bien sûr. Donc... Puis nous, il faut le temps qu'on puisse monter le projet, demander des nouveaux financements, etc., etc. Donc ça prend du temps tout ça. Bon, très bien. En attendant, on pourra toujours trouver de la Mongie, de la double Citra, de la New French. Voilà, toutes nos permanentes sont fabriquées... avec le contrôle rigoureux de ton voilà, et on a œil tout technicien. Voilà, il y a des petits ajustements qui sont faits, qui sont tout à fait normaux, mais les recettes sont respectées. Et on est quand même très content de la tournure que ça prend. Et des éphémères en collab avec beaucoup de brasseries, beaucoup de copains, beaucoup de brasseries qui veulent nous aider. Oui, voilà. Après cet incendie, il y a quand même eu un élan solidaire assez important. Je sais pas ton point de vue, comment tu l'as ressenti, mais... Ah ben, on est très touchés de l'élan de solidarité. Ça nous a fortement marqué et ça nous a donné envie de rebondir parce que psychologiquement, c'est pas facile quand même. Hein. Et de voir que beaucoup de personnes, beaucoup de clients, beaucoup de gens finalement veulent nous aider, ça fait du bien au moral et puis ça nous booste. Hein. On a réouvert une boutique sur place parce que j'avais un autre bâtiment où on faisait du stockage. Et les clients disaient alors quand est-ce que vous allez vous réinstaller ? On a hâte, tout le monde est derrière nous, tout le monde veut qu'on se réinstalle. Ça doit être... quand même assez motivant, se faire chaud au cœur. Voilà, donc ça dépasse finalement de beaucoup le projet initial. Et aujourd'hui, on est porté aussi par ça. Tu disais... Prendre la décision de tout arrêter, c'est dur quand même. Bien sûr, mais je comprends. Et tu disais au début de l'épisode que la brasserie, tu l'avais montée aussi parce que t'avais envie de ce contact humain et au final, c'est peut-être la meilleure manière de te le rendre. C'est ça. T'as voulu être au contact des gens, avoir une approche très chaleureuse, une approche du Nord peut-être. Ouais, conviviale. Conviviale. Et au final, on voit qu'on te le rend bien maintenant. Tous tes clients. C'est ça, finalement, on a peut-être pas si mal travaillé. En tout cas, non, mais clairement, on a une belle communauté derrière nous.
Et même dans le monde professionnel. Hein. Bien sûr. Et donc, c'est important parce que ça reste un milieu solidaire. Oui. Et je trouve ça beau. Et demain, si une autre brasserie brûle, ce que je ne souhaite pas, hein, il y aura aussi de la solidarité. Hein. Donc, c'est bien. On est dans un beau milieu. Ça, c'est vrai. On a de la chance. On a de la chance, ouais. Très bien. Et moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais évoquer. On parlait de l'avenir, c'est bien. On va pouvoir trouver toujours tes bières permanentes et, tu disais, des éphémères via les collabs. Et en plus, t'as pas chômé ces derniers temps? Non, on en a 2 ou 3 tous les mois. Hein, donc tu maintiens un rythme. On maintient le rythme. Voilà. Donc, il y aura encore pas mal de nouveautés qui vont arriver. Hein. Ok, trop bien. Et toi, je sais pas s'il y avait quelque chose que j'aurais omis d'évoquer, qui te tient à cœur, que tu voudrais rajouter? Non, mais écoutez, moi je pense que là on a fait le tour, c'est bien, je suis très content d'avoir participé à ce podcast. Merci Alexandre. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de participer. Et pour mes auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à noter celui-ci 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, laissez un petit commentaire. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Salut.